Bonjour à toutes et à tous, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui ça va être donc de vous présenter le chapitre 14 qui concerne les transformations en chimie organique. Alors je précise déjà deux, trois petites choses par rapport notamment au numéro du chapitre. On passe directement du chapitre 13 sur les oscillateurs au chapitre 14 sur la chimie organique et les transformations. Il est probable qu'éventuellement dans les autres classes on n'ait pas suivi exactement la même progression, mais c'est tout à fait normal, hein. J'ai choisi personnellement de mettre certains chapitres de côté qu'on verra peut-être éventuellement plutôt en fin d'année si on a le temps, notamment tout ce qui concerne par exemple la mécanique quantique ou la relativité. Donc voilà, c'est des choses qui sont très intéressantes et qu'il faut avoir vues, mais voilà, on va quand même se concentrer pour cette fin d'année sur les notions les plus importantes, je dirais, qui vont vous permettre de pouvoir avoir suffisamment de bagages pour le mois de septembre prochain. Et notamment la chimie organique, c'est vraiment fondamental que vous ayez l'intention plus tard de partir dans des études de chimie ou même de médecine en fait, puisqu'on en fait énormément en médecine. Donc, petit rappel déjà, hein, pour comprendre en fait, il y a 3 chapitres sur la chimie organique qu'on va voir donc dans cette partie de cours. Là, je commence avec le premier chapitre qui concerne donc les transformations. Il y a 3 transformations à connaître en chimie organique. L'objectif, c'est de comprendre ces 3 transformations, d'accord, comment elles s'appellent, quel est leur principe, et aussi de comprendre également concrètement comment ça se passe d'un point de vue microscopique. C'est pour ça que vous voyez dans l'introduction, on vous parle ici d'une étude qui sera faite tant sur le plan macroscopique, c'est-à-dire tout simplement en fait faire l'équation bilan de la réaction en analysant les réactifs et les produits, mais aussi microscopique, c'est essayer de comprendre comment cette transformation a lieu. Vous allez voir que c'est la partie la plus complexe, puisqu'on va faire intervenir des notions sur l'électronégativité, etc., etc. Premier rappel, ça c'est des choses que normalement vous êtes censé être capable de faire tout seul. Donc là je vais vous laisser quelques minutes pour le faire. Vous complétez ce tableau qui sont des rappels tout simplement de nomenclature de chimie organique. C'est parti! Donc voilà en fait la correction de ce travail que normalement vous avez su faire sans trop souci. On rappelle donc l'acide carboxylique qu'on reconnaît avec la fonction COOH. À côté ici vous avez l'alcène qu'on reconnaît avec la double liaison CC. L'alcool au niveau de sa famille avec le groupe hydroxyle OH. Aldéhyde et cétone, on rappelle, c'est le même groupe carbonyl, c'est-à-dire une double liaison CO. La différence entre l'aldéhyde et l'acétone, c'est que l'aldéhyde, le groupe carbonyl, la fonction est placée en bout de chaîne. On voit bien ici qu'à la fin, on est sur un carbone qui est relié à un hydrogène. Donc en fait, on est bien au bout de la chaîne carbonée. Par contre, l'acétone, on voit bien qu'elle est placée ici, au milieu de la chaîne carbonée, puisqu'on a un atome de carbone de chaque côté. Ici, vous avez ensuite l'ester, l'amine et l'amide. Je rappelle que pour ces 4-là, voilà, le nom de la famille et le nom du groupe est identique, alors que pour les 4 qui sont ici, attention à ne pas confondre famille et groupe, puisqu'on est bien sur 2 choses complètement différentes. Donc, l'objectif maintenant, c'est de travailler sur cette nomenclature et de comprendre les réactions en chimie organique. Notamment, en fait, l'idée d'une réaction, principalement, c'est de modifier la structure d'une molécule. Soit en changeant, en fait, la chaîne carbonée, soit en changeant des fonctions. Par exemple, ici, vous avez la fonction alcool, le groupe hydroxyle. On voudrait, par exemple, sur un alcool, enlever cette fonction pour y mettre autre chose à la place. Soit un groupe alkyle, CH3, soit une autre fonction comme un groupe carboxyle ou une amide ou quoi que ce soit. Donc du coup, en fait, la chimie organique, c'est ça, c'est modifier les chaînes carbonées, donc c'est-à-dire rajouter des carbones supplémentaires, ou alors éventuellement changer les fonctions de nos molécules. Donc comment on fait en fait en chimie organique pour comprendre de quelle réaction il s'agit et savoir écrire correctement les bilans finalement, parce que ça va être principalement ce qu'on va vous demander dans cette première partie de travail, c'est tout simplement en fait être capable de reconnaître dans les énoncés le nom des réactifs, le nom des produits. Et donc il faut absolument maîtriser sa nomenclature. Puisque finalement, quand on vous donne le nom des espèces chimiques, vous devez être capable de les réécrire soit en formule semi-développée, soit en formule topologique, en fonction de l'énoncé tel qu'il vous est demandé. Et donc ça va nous permettre de comprendre donc les différentes transformations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, soit on modifie les groupes caractéristiques, on enlève un alcool pour mettre un acide carboxylique à la place, par exemple, soit on va modifier la chaîne carbonée, c'est-à-dire le nombre total d'atomes de carbone qui se suivent dans la chaîne, en en rajoutant ou en enlevant, et puis parfois on peut faire les deux en même temps. En terminale S, il y a 3 grandes catégories de réactions que vous avez à connaître, la substitution, l'addition et l'élimination. Vous allez voir que ces 3 noms sont quand même assez faciles à comprendre. D'accord ? Rapidement, la substitution, c'est on enlève une fonction pour en mettre une autre à la place. On est bien sur quelque chose qui se substitue à quelque chose. L'addition, c'est ajouter quelque chose sur une molécule.
sans enlever quoi que ce soit, on va juste rajouter quelque chose supplémentaire. L'élimination, c'est l'inverse. On part d'une molécule, d'une structure carbonée, et on va lui retirer quelque chose, mais sans forcément remplacer par autre chose. Vous allez voir qu'il y a quand même des modifications au niveau des structures. Alors, la première, c'est la réaction de substitution. La réaction de substitution, on vous dit, donc du coup, on va avoir un atome ou plusieurs atomes, qu'on va appeler le groupe sortant, qui va être remplacé par un autre groupe d'atomes, ou un seul atome éventuellement, qu'on va appeler le groupe entrant. Et vous avez un exemple ici, la réaction de substitution entre les ions hydroxyde et le chloropropane, qui vous donne du propane 1-ol et un ion chlorure. Et simplement avec ça dans l'énoncé, vous devez être capable de réécrire la réaction de bilan, l'équation bilan de cette réaction, et de comprendre du coup qu'on est bien sur de la substitution. Et je vous laisse y réfléchir pendant quelques instants et le faire par vous-même. Et voilà. Donc, d'après en fait l'énoncé que vous étiez donné, les ions hydroxyde HO- réagissent avec le chloropropane. Donc chloropropane, on rappelle, propane, donc 3 atomes de carbone, 1, 2 et 3, et l'élément chlore qui va se fixer ici, comme il n'y a pas d'indication sur quel atome de carbone, a priori c'est forcément sur le premier. Donc ici, l'atome de chlore qui est fixé ici en bout de chaîne. Si vous êtes vraiment un peu perturbé aussi par la formule topologique, on peut l'écrire sous sa forme semi-développée, c'est-à-dire ici qu'on aurait CH2, CH2 et ici CH3 à la place. Ça nous donne quoi? Ça nous donne le propane 1-ol, donc en fait un propane, toujours 3 atomes de carbone qui se suivent, et en bout de chaîne, puisqu'on est bien sur le premier carbone, ici, voilà, le groupe hydroxyle de la fonction alcool, et vous avez bien donc ce qu'on appelle la substitution, puisque si vous regardez bien ces deux molécules, on avait au départ cette molécule ici organique avec l'élément chlore, et en fait on a bien substitué cet élément par une autre fonction qui est ici, le groupe hydroxyle OH. L'élément chlore, il se retrouve isolé sous forme d'ion chlorure, comme c'était indiqué dans l'énoncé. Si on regarde bien cette équation bilan, simplement en regardant l'énoncé, on retrouve l'équation bilan complète. Il n'y a pas forcément besoin de rajouter des coefficients stoichiométriques, puisque si vous comptez chaque élément chimique, on retrouve exactement le même nombre d'éléments chimiques. Les charges électriques sont également équilibrées, puisqu'on a ici une charge négative à gauche, qu'on retrouve ici à droite, mais cette fois-ci sur l'élément chlore. Donc on est bien sur une réaction de substitution. Substitution, on enlève une partie de la molécule, une fonction ou un atome, pour remplacer par autre chose à la place. Deuxième type de réaction à connaître, la réaction d'addition. Alors la réaction d'addition, assez particulier, puisque cette réaction d'addition, dans les énoncés, elle est assez facile à repérer, puisqu'a priori, dans les réactifs, vous allez toujours obligatoirement avoir soit une double, soit une triple liaison. Puisqu'en fait, l'idée, justement, c'est de venir rajouter quelque chose sur la chaîne carbonée, sans forcément la substituer par autre chose. C'est juste un ajout, mais donc ça va nécessiter d'enlever une liaison. Et donc, en fait, ça va se placer à cet endroit-là au niveau de la double ou de la triple liaison. Bon, c'est très souvent une double liaison quand même dans les énoncés. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que justement, en fait, ces doubles ou triples liaisons, ce qu'on appelle des liaisons multiples, vont se simplifier. La triple liaison va devenir double, on va donc en fait en perdre une. La double liaison deviendra simple. Un exemple assez facile, la réaction d'addition du chlorure d'hydrogène, HCl, sur le E-pente de N. Ça va vous permettre aussi de retravailler un petit peu cette notation là pour les alcènes, entre E et Z. Et on vous dit qu'on va former un seul produit, le 2-chloropentane. Comme tout à l'heure, je vous laisse faire tout seul et je vous donne la correction juste après. Et voilà ce que ça donne. Donc, le E-pente de N, pente, c'est pour en fait donc une chaîne carbonée à 5 carbones que vous avez ici, 1, 2, 3, 4, 5, avec donc la fonction alcène qui est placée sur le deuxième carbone, donc en fait entre le 2 et le 3, 1, 2, 3, 4, 5, donc elle est bien ici, double liaison. Le E, on fait attention, ça signifie que ici les carbones qui sont de part et d'autre, un de chaque côté et non pas du même côté de la double liaison. Si on était sur ce groupement ici qui était en opposition, du même côté par rapport à CH3 ici, du même côté de la double liaison, on serait sur le Z, pente de N. Là, on est sur le E, donc ça veut dire qu'on va se mettre de l'autre côté, en opposition l'un par rapport à l'autre. Et ici, deux petits hydrogènes pour compléter. Le chlorure d'hydrogène HCl, tout simplement. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne le 2-chloropentane, et donc du coup, 1, 2, 3, 4, 5 carbones,
pour le pentane, avec l'élément chlore qui est venu se fixer ici, sur le deuxième carbone. Et donc si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, et ça on le reverra après quand on va faire la partie sur l'analyse microscopique, hein, on voit qu'en fait cette molécule ici, en fait elle s'est divisée en deux, et on va avoir l'élément chlore qui va venir se fixer sur ce carbone qui est ici, d'accord? L'hydrogène que vous avez là, il est déjà présent, hein, d'accord? La double liaison qui va se rompre pour former une simple liaison, c'est celle-ci. Cet hydrogène qui est ici maintenant tout seul, eh ben, il va venir se fixer sur l'autre carbone, sur le numéro 3. Et c'est pour ça que maintenant, sur le carbone numéro 3, vous voyez, il y a 2 atomes d'hydrogène. Alors qu'au départ, sur cette molécule, il n'y en avait qu'un. Et puis ensuite, on termine avec le CH2, CH3 qu'on retrouve ici. Donc en fait, cette partie ici, cette double liaison que vous avez ici, en fait, elle est ici, à cet endroit-là. Le chlore qui est venu se mettre sur le carbone numéro 2, le deuxième hydrogène qui est venu sur le carbone numéro 3. Et ça, on va pouvoir l'expliquer dans la partie qui suit sur l'analyse microscopique. Mais avant de faire ça, on va s'intéresser à la troisième réaction qui est celle d'élimination. La réaction d'élimination, on vous dit, hein, donc 2 atomes, cette fois-ci, hein, qui vont être portés par les atomes voisins, qu'on va retirer. Et donc là, ça va être l'inverse par rapport à la réaction d'addition. Hein. Tout à l'heure, la réaction d'addition, on avait une liaison multiple qui allait se simplifier. Et bien dans la réaction d'élimination, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va rajouter une liaison multiple, soit une liaison simple qui va se transformer en liaison double, soit une liaison double qui va devenir triple. Vous avez l'exemple qui est donné ici, la réaction d'élimination du 2-méthylbutandéol qui va former de l'eau et du 2-méthylbut-2-N. Vous remarquez au passage qu'on a un seul réactif, ça arrive dans certaines réactions de chimie organique d'avoir un seul réactif. En fait, c'est les conditions de l'expérience qui vont déclencher cette réaction d'élimination. Je vous laisse y réfléchir. Et voilà ce que ça donne. Donc on a ici le 2-méthylbutandéol, hein, chaîne carbonée à 4 carbones pour le butane, avec un groupement méthyle et le groupe hydroxyle de la fonction alcool qui vient se rajouter sur le carbone numéro 2. Donc voilà le 2-méthylbutandéol. Dans certaines conditions d'expérience, en fait, on va avoir élimination au niveau de cette molécule, et c'est-à-dire, en fait, vous voyez hein, que c'est la fonction alcool ici, le groupe hydroxyle OH, qui va en fait disparaître, qui va s'en aller. On va également avoir un atome d'hydrogène sur les deux qui sont là qui va disparaître, et on va venir former une double liaison. C'est ce que vous allez retrouver ici, hein. CH3 et CH3, on les retrouve. Sur cet atome de carbone, le groupe hydroxyle a disparu. On a maintenant une double liaison entre le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3, et vous voyez que on avait au départ 2 hydrogènes, maintenant on n'en a plus qu'un seul. Et ensuite, on termine avec le CH3 qui reste. OH qui est ici, plus l'hydrogène supplémentaire, bah, vous avez 2 hydrogènes et 1 oxygène, ça donne bien une molécule d'eau. Donc en fait, dans cette réaction-là, cette réaction d'élimination, on va en fait produire de l'eau. Donc là, vous avez 3 exemples de ces 3 réactions que vous avez à connaître, substitution, addition et élimination. Encore une fois, hein, ça va être assez facile à retrouver normalement quand on regarde globalement le bilan, alors qu'il faut être capable d'écrire forcément, donc bien maîtriser sa nomenclature. Et pour ça, pour vous entraîner, je vous invite à faire les quelques exercices qui sont juste ici en dessous, avant même de vous lancer sur la partie suivante. On va pouvoir attaquer maintenant en fait la deuxième partie de ce chapitre, un peu plus complexe, qui est en fait l'aspect microscopique, c'est-à-dire que les réactions qu'on a vues précédemment, on va essayer d'expliquer concrètement comment elles ont lieu, dans quelles conditions, et surtout comment ces liaisons vont être créées ou détruites. Comment un groupe va pouvoir remplacer un autre, dans le cas d'une réaction de substitution par exemple. Voilà. Donc pour ça, il va falloir s'intéresser à l'aspect microscopique. Et on va pouvoir construire ce qu'on appelle le mécanisme réactionnel. Ça, c'est des choses que vous devez absolument être capable de faire en chimie organique. On le rencontre assez régulièrement dans des sujets de bac. Et voilà, dans le supérieur, après, c'est des choses qu'on rencontre très très régulièrement, aussi bien en chimie qu'en médecine. Donc du coup, il faut bien maîtriser cette notion-là. Vous allez voir qu'on va faire les choses de manière assez simple et en général, on se concentre sur quelques exemples. Pour comprendre en fait l'aspect microscopique de nos transformations, en fait, il va falloir revenir à des choses que vous avez déjà vues normalement. C'est la polarisation de la liaison qui est liée en fait à l'électronégativité d'un élément chimique. Concrètement, on rappelle que dans les solides moléculaires, dans les molécules en général, les atomes sont liés entre eux par des liaisons covalentes. On appelle ça des liaisons
covalente. Lorsque deux atomes sont identiques, la paire d'électrons, une liaison covalente, c'est un échange de deux électrons. Cette paire d'électrons va être parfaitement située au centre des deux atomes, de manière symétrique. Si je prends deux atomes AA identiques, d'accord, je vais faire en couleur. D'abord la molécule en noir et après je représenterai mes petits électrons en couleur. Vous avez deux éléments chimiques identiques, A et A, d'accord, on ne sait pas trop ce que c'est, ça peut être de l'hydrogène, du chlore, peu importe, deux atomes identiques, qui vont chacun s'échanger un électron pour former donc la liaison covalente. Les deux électrons vont être exactement situés au milieu de la liaison, de part et d'autre, comme ça, on représente en général comme ça. Ça, c'est une petite explication. Après, forcément, dans les représentations, les électrons, on ne les dessine pas. Là, c'est pour que vous compreniez. On va représenter les deux éléments avec la liaison covalente et les deux électrons qui sont de manière symétrique, donc parfaitement au centre. Un exemple assez classique, assez courant, vous avez le dihydrogène H2, par exemple. Ce gaz, vous l'avez vu il y a maintenant quelques temps, qui, en présence d'une flamme, va éteindre la flamme avec un bruit caractéristique, une détonation. C'est cette molécule H2, deux atomes d'hydrogène, et donc les deux petits électrons échangés vont se placer exactement au milieu de la liaison. Ça, c'est le cas le plus simple, parce qu'en fait, vous avez deux éléments chimiques parfaitement identiques. Maintenant, dans la quasi-totalité des molécules, ce n'est pas le cas. Les deux éléments chimiques, de part et d'autre de la liaison covalente, ne sont pas identiques. Et donc, on va avoir des effets qui sont liés à ce qu'on appelle l'électronégativité. L'électronégativité, on rappelle, c'est des choses que vous avez vues, c'est une grandeur relative qui mesure finalement la capacité d'un élément chimique à attirer vers lui la liaison covalente, c'est-à-dire les électrons de cette liaison. Plus un élément est électronégatif, plus il attire vers lui les électrons de sa liaison. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, voilà. L'électronégativité, c'est l'aptitude d'un atome à attirer les électrons de la liaison covalente vers lui. Cette échelle d'électronégativité, en général, celle qu'on utilise, c'est celle de Pauling, qui n'est pas du tout à connaître. Il y a 2-3 petites choses seulement à savoir sur l'électronégativité d'un élément chimique. C'est ce que je vous explique juste ici. Quand on regarde la classification périodique des éléments chimiques, l'électronégativité est de plus en plus importante quand on va de la gauche vers la droite. Vous le voyez par exemple sur cette ligne qui est ici, on remarque quelle est l'électronégativité, qui est encore une fois une grandeur relative. Il n'y a pas d'unité, c'est quelque chose d'assez complexe, l'électronégativité en elle-même. C'est juste regarder les valeurs et vous vous rendre compte que quand on va de la gauche vers la droite, la valeur augmente. Et puis vous avez la même chose quand on va de bas en haut. Et donc finalement, les éléments les plus électronégatifs dans notre tableau périodique des éléments, c'est ceux qui vont se situer en haut à droite. L'élément le moins électronégatif, c'est celui qui est ici, en bas à gauche, le francium, avec une électronégativité de 0,7. Donc cette électronégativité nous explique que l'élément fluor, quand il va être placé dans une molécule, les électrons de ces liaisons vont être très attirés vers lui. Inversement, le francium, lui, va plutôt avoir tendance à avoir les électrons qui s'éloignent de cet élément chimique au sein des liaisons. Donc du coup, comme vous avez des liaisons qui comportent deux éléments différents, on va voir ce qu'on appelle des molécules ou des liaisons polarisées. C'est-à-dire qui vont créer finalement un pôle comme un aimant, tout simplement, avec une différence d'électronégativité entre l'élément A et l'élément B. Cette différence d'électronégativité, on va la noter avec la lettre delta minuscule. Delta, c'est lettre grecque. Un triangle, quand elle est en majuscule, petit delta comme ça, quand c'est en lettre minuscule. Et donc finalement, on va représenter, je vous montre, voilà, vous avez par exemple une liaison AB entre ces deux éléments chimiques. On vous dit dans l'énoncé ici que en fait, le doublet d'électrons n'est pas localisé exactement au milieu de la liaison, comme on l'a fait tout à l'heure, mais en fait, c'est attiré vers l'atome qui est de plus forte électronégativité, et ici, on vous dit dans cet énoncé que c'est l'atome B. Donc, c'est celui-ci qui est plus électronégatif. Et donc là, il va falloir faire attention. Électronégatif, on va le noter, en général, on change de couleur, on utilise par exemple le vert, delta moins. Delta moins. D'accord ? Pourquoi moins ? Négatif, d'accord ? Électronégatif, c'est celui qui est le plus électronégatif. Donc celui qui est finalement le plus négatif des deux. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est là qu'il y a risque de confusion. L'autre, on va le noter delta plus. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il est électropositif, ça ne veut rien dire. Il est également électronégatif, mais il est moins que l'élément B. Donc finalement, quand on compare les deux,
les électrons vont être plutôt attirés de ce côté-là. C'est pour ça justement qu'on va le noter de charge négative, puisqu'en fait, je rappelle qu'un électron, à la base, c'est une particule de charge négative. Donc du coup, les électrons vont plutôt être situés à proximité de l'élément B. Et donc ça se représente aussi sur la liaison par une petite flèche comme ça, pour montrer que les électrons sont attirés vers l'élément le plus électronégatif. On va alors parler de liaison covalente polarisée. Petit exemple donc sur cette histoire de polarisation de molécules, on vous donne par exemple ici comme exemple la molécule de bromure d'hydrogène HBr, on va donc représenter HBr. Pour l'instant, je me contenterai de l'écrire comme ça, avec un R minuscule. On verra qu'après, le plus simple finalement pour bien comprendre cette histoire d'électronégativité entre deux éléments, ça va être d'utiliser la représentation de Lewis, que vous connaissez normalement déjà un petit peu. On va faire quelques rappels là-dessus juste après. Comment on va représenter la polarisation de cette molécule? Dans un énoncé, on vous donnerait les électronégativités de ces deux éléments. Ou alors, on vous donne la classification périodique des éléments, et puis on regarde, et on se rend compte par exemple que l'hydrogène est ici, le brome est ici, et que celui qui est plus électronégatif des deux, c'est le brome. Ici, selon Pauling, son électronégativité vaut 2,96, alors que l'hydrogène, lui, a une électronégativité de 2,2. Donc le plus électronégatif, celui qui attire le plus les électrons de la liaison vers lui, c'est le brome. Conclusion, je vais pouvoir représenter ici la différence d'électronégativité, delta- pour l'élément brome, qui attire le plus les électrons, delta+ pour l'élément hydrogène, qui les attire beaucoup moins, et donc les électrons qui ont tendance à être attirés vers l'élément brome, avec une petite flèche comme ça en rouge. Si on veut dessiner les deux électrons de part et d'autre de la liaison, il faut les mettre proches de l'élément brome. Alors je vais rallonger un petit peu ma liaison. Mais on voit que ce n'est pas du tout les électrons placés au centre de la liaison, de part et d'autre de manière symétrique. Ce serait plutôt ici. C'est vraiment dirigé proximité de l'élément brome. Petite remarque, en terminale, on considéra que la liaison CH est non polarisée, c'est-à-dire que, si vous retournez voir dans le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, le carbone et l'hydrogène sont deux éléments qui ont des électronégativités légèrement différentes. Mais cette différence, elle n'est pas vraiment significative, donc du coup, dans la quasi-totalité des travaux, en fait, on considère que carbone et hydrogène ont la même électronégativité. Par contre, dès que vous allez avoir, et c'est souvent le cas en fait dans nos molécules, des éléments oxygènes, ou alors des éléments de la colonne des halogènes, comme le brome, le fluor ou le chlore, qu'on a vu tout à l'heure, qui est en fait dans le tableau l'avant-dernière colonne qui est ici. On est bien sur la partie de droite, donc les éléments qui sont les plus électronégatifs, en particulier ces trois-là, fluor, chlore et brome. En fait, du coup, là, on va avoir vraiment des liaisons qui vont être polarisées et il va falloir absolument en tenir compte. Alors, l'intérêt de cette polarisation des molécules et des liaisons, c'est vraiment en fait de pouvoir identifier au sein d'une molécule ce qu'on va appeler les sites donneurs et accepteurs de doublés d'électrons. Ceux qui vont être donneurs de doublés d'électrons, c'est ceux qui ont justement les doublés d'électrons qui sont proches de leur élément chimique, et donc ils vont pouvoir avoir une grande quantité d'électrons qui vont pouvoir donner dans une réaction à d'autres éléments. Ceux qui sont plutôt accepteurs, ça va être les éléments qui au contraire ont les électrons qui sont éloignés. Dans ce cas-là, par exemple, on pourrait dire qu'ici le brome serait le site qui est donneur de doublés d'électrons, parce que les électrons sont proches de lui, alors que l'hydrogène qui est ici serait le site accepteur. Et donc c'est ça qu'on va utiliser pour comprendre le mécanisme réactionnel dans la transformation en chimie organique. Pour ça, vous avez vu, on va parler de doublés d'électrons, on va parler d'électronégativité, on va parler de sites donneurs et accepteurs de doublés, donc on n'a pas le choix. Il faut qu'on revoie la représentation de Lewis de la molécule, c'est-à-dire celle qui fait apparaître aussi bien les doublés liants, ce qu'on appelle nous traditionnellement les liaisons covalentes, mais aussi les doublés non liants. Ce que j'ai pas forcément fait sur cette molécule, c'était volontaire. On le fera tout à l'heure. Donc, on vous redonne quelques exemples. On vous dit par exemple, dans le cas de l'ammoniac, la formule brute de l'ammoniac c'est NH3, 3 liaisons covalentes, donc 3 doublés liants et un doublé non liant. Alors, il y a plusieurs façons de le retrouver, on le verra dans une autre partie. Chaque atome d'hydrogène a 2 électrons. On est sur ce qu'on appelle la règle du duet, alors que pour l'atome d'azote N, on est sur la règle de l'octet. Et donc du coup, la molécule d'ammoniac, sa représentation de Lewis, normalement, donc ammoniac, NH3, sa représentation de Lewis, ça va donner l'atome d'azote lié
aux 3 atomes d'hydrogène, de part et d'autre, comme ça. Et le doublet non liant qui reste sur l'atome d'azote, qu'on va représenter comme ça. Alors, comment on va bien pouvoir noter ou écrire en fait une molécule représentée selon la notation de Lewis? Alors, en fait, il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus courante, finalement, c'est que, à force de faire des exercices et de les représenter, on finit par connaître quasiment par cœur les notations. On sait que l'atome de carbone va faire 4 liaisons et qu'il n'a pas de doublet non liant. On sait que l'oxygène a toujours 2 liaisons covalentes et 2 doublets non liants. Que l'atome d'azote que j'ai montré tout à l'heure a 3 liaisons et 1 doublet non liant. Mais ça, c'est par habitude, à force de le savoir. Quand on n'en sait rien du tout, en fait, il y a différentes méthodes. Alors, je vais vous en présenter une qui n'est pas forcément la plus simple ni la plus courante. C'est une méthode parmi d'autres. Certains seront peut-être à l'aise avec, d'autres beaucoup moins. Voilà. L'idée, c'est en fait finalement de noter progressivement comment se répartissent les électrons au sein de la molécule entre les différents éléments chimiques. Donc déjà, nous, on travaille sur le dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone, celle-là, vous êtes censé la connaître, c'est CO2. C'est-à-dire un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène. On va ensuite écrire la configuration électronique de chaque atome. Donc pour ça, on va chercher dans le tableau périodique des éléments s'il le faut pour savoir combien d'électrons tournent autour de chacun des éléments par rapport au numéro atomique. Ou alors, sinon, vous regardez ici, c'est noté. Pour le carbone, son numéro atomique, c'est 6. Je rappelle, si on reprend vraiment la constitution de l'atome, ça veut dire qu'on a 6 protons positifs dans le noyau. Pour avoir l'atome électriquement neutre, ça signifie qu'on va avoir 6 électrons qui tournent autour. Ces 6 électrons se répartissent sur des couches électroniques, vous avez vu ça, K, L, M, etc., etc. La couche K, qui est la plus proche du noyau, peut porter au maximum 2 électrons. En général, on va le noter comme ça. Comme j'en ai 6, je vais pouvoir la remplir entièrement, K2. La couche suivante, c'est la couche L. Et cette couche L peut avoir au total 8 électrons maximum. C'est pour ça qu'on parle de règle du duet dans le cas de la couche K et de règle de l'octet dans le cas des couches supérieures, puisqu'ici, on va être sur 8 électrons au total. Sauf qu'ici, j'en avais que 6. J'en ai déjà placé 2, donc en fait, il m'en reste 4. Je fais la même chose pour l'oxygène. La couche K, qui est la couche la plus interne, la plus proche du noyau, est remplie au total avec ces 2 électrons. La couche L, comme j'en avais 8 au total à mettre et que j'en ai déjà placé 2, je vais mettre les 6 qui me restent sur cette couche qui peut les accueillir parce qu'au maximum, je peux aller jusqu'à 8. Donc c'est bon. Voilà en fait ici la configuration électronique de ces 2 éléments chimiques. Ensuite, on va essayer de comprendre quels sont les électrons, le nombre d'électrons en fait qui vont pouvoir être utilisés soit dans les liaisons, soit dans les doublets non liants. C'est ce qu'on va chercher à représenter sur la représentation de Lewis, c'est les électrons de la couche la plus externe. Donc par exemple ici en fait, on va aller chercher les électrons qui sont placés sur la dernière couche dans la configuration électronique. On ne tient pas compte de celles qui sont entièrement remplies. Donc ici, on pourra dire que pour le carbone, on a 4 électrons disponibles, et pour l'oxygène, on en a 6. En déduire du coup le nombre de liaisons covalentes que va pouvoir établir l'atome pour acquérir une structure en octet ou structure en duet si on est sur l'atome d'hydrogène, puisque c'est le seul qui va être concerné par la règle du duet. Tous les autres doivent respecter la règle de l'octet. Pour ça, en fait, il suffit simplement de prendre le nombre total d'électrons possibles sur la couche la plus externe, c'est-à-dire 8, règle de l'octet, moins le nombre d'électrons qu'il y a déjà dessus. On l'a dit ici, c'est 4. Donc on a 4 électrons, 4 liaisons qui sont possibles. On fait la même chose avec l'oxygène. J'ai 8 électrons au total qui peuvent être placés sur la couche L, la couche externe pour respecter la règle du duet. J'ai 6 électrons placés sur cette couche, ça va me donner 2 liaisons. Donc on retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'atome de carbone va produire 4 liaisons, l'atome d'oxygène va en faire 2. Là on l'a revérifié. Ensuite, on va calculer le nombre d'électrons externes, donc uniquement sur les couches externes, mais attention, là on l'a fait élément par élément, pour le carbone et pour l'oxygène, là on va faire pour la molécule tout entière. La molécule, on fait attention, c'est un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène. Donc ça va me donner quoi pour le nombre total d'électrons externes? 4 électrons pour l'élément carbone, plus combien d'électrons sur l'atome d'oxygène sur la couche externe? On en a 6, c'est noté ici. Mais attention, on ne se trompe pas, des éléments oxygène dans la molécule, j'en ai 2. Donc ici, ça sera 2 fois 6.
On fait ce petit calcul et on trouve 16. Donc on sait qu'au total, on a 16 électrons sur les couches externes de l'ensemble de notre molécule. Combien de doublés ça va faire? Quand on parle de doublés externes, c'est les doublés liants, vous pourrez en rajouter un, c'est-à-dire les liaisons, plus non liants. La totalité des doublés, que ce soit les liaisons ou les doublés non liants. Et bien en fait, il suffit de prendre ce nombre-là, et comme les électrons vont se mettre par paire, 2 par 2, bah, du coup ça va donner 16 divisé par 2, ça fait 8 doublés. 8 doublés liants ou non liants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ma molécule, je vais pouvoir représenter d'abord les éléments chimiques, donc le carbone qui est au centre, les oxygènes qui sont de part et d'autre, et puis ensuite on va aller placer ces 8 doublés liants ou non liants, c'est-à-dire que je vais devoir placer 8 traits au total. Où est-ce qu'on va les placer? On va regarder un petit peu ce qu'on avait dit tout à l'heure. On sait ici que le nombre de liaisons pour l'atome de carbone, c'est 4, et que le nombre de liaisons pour l'atome d'oxygène, c'est 2. Donc a priori, 2 liaisons ici pour l'atome d'oxygène, 2 liaisons pour cet atome d'oxygène-là, et on retrouve bien les 4 liaisons pour l'atome de carbone. Par contre, ce qui me manque maintenant, c'est des doublés non liants, parce qu'on remarque que l'oxygène ne respecte pas la règle de l'octet, puisque normalement on doit avoir 8 électrons au total sur cet élément. Pour l'instant, on n'en a que 4. N'oubliez pas qu'ici, un doublé, un trait, c'est 2 électrons. Donc là, j'ai 2 électrons plus 2 électrons, ça fait 4 au total. Pour respecter la règle de l'octet, il m'en manque encore 4 supplémentaires. Il me manque donc 2 doublés, un doublé non liant, un doublé non liant, et je fais la même chose de l'autre côté. On retrouve bien ce qu'on avait dit tout à l'heure. Au total, sur cette molécule, on doit avoir 8 doublés liants et non liants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on les retrouve. La représentation de Lewis en exemple ici pour la molécule de fluorure d'hydrogène, ça nous donne, si vous refaites un petit peu le même travail, vous allez avoir, pour l'élément hydrogène, sa structure électronique, ça va être K1, puisqu'il y a un seul électron qui tourne autour de cet élément. Pour le fluor, on a 9 électrons, ça va donner K2, L7. Quand on regarde le nombre d'électrons externes, on a un électron, que je note E-, sur la couche externe. Pour celui-ci, on en a 7. Pour le nombre de liaisons possibles pour l'élément, on fait attention, ici on est dans le cas de l'élément hydrogène, donc comme on l'a dit tout à l'heure, pour l'élément hydrogène, attention, on doit respecter la règle du duet. La couche K peut aller jusqu'à 2 électrons maximum. Donc ici, nombre de liaisons, ça va être 2 électrons maximum moins 1 électron déjà placé, c'est-à-dire une liaison possible. Pour l'élément fluor, on est sur la couche L, c'est la règle de l'octet, 8 électrons au total, moins 7 électrons qui sont déjà placés dessus, ça veut dire que je vais pouvoir faire une liaison seulement. Donc du coup, l'atome d'hydrogène et l'atome de fluor, tous les deux, ne peuvent produire qu'une seule liaison covalente avec un autre élément chimique. Donc du coup, je peux déjà représenter H et F, comme ça, avec la liaison qui les relie l'un à l'autre. Ensuite, les doublés non liants, on va regarder ce qui se passe pour les doublés non liants. On a un nombre total d'électrons externes. C'est donc 1 électron pour l'atome d'hydrogène, 7 électrons pour l'atome de fluor, ce qui fait 8 électrons au total. Ça nous fait combien de doublés? On divise par 2. Ça nous fait donc 4 doublés au total. Doublés liants ou non liants. Bon, ça veut dire quoi? Regardez, on doit en avoir 4 au total. Le doublé liant est déjà placé. Et je sais que je ne peux pas en mettre d'autres. Ça ne peut pas être une double liaison ou une triple liaison, puisqu'on a dit tout à l'heure que l'élément hydrogène ne peut faire qu'une seule liaison, pareil pour l'atome de fluor. Donc forcément, les 3 doublés qui me manquent sont des doublés non liants. Ces doublés non liants, est-ce que je les mets sur l'atome d'hydrogène ou est-ce que je les mets sur l'atome de fluor? Tout simplement, ça on va regarder justement par rapport aux règles. La règle de l'atome d'hydrogène, c'est la règle du duet. 2 électrons maximum sur la couche externe. Ces 2 électrons, on les a déjà. C'est la liaison. Ils sont là, un électron et un électron. Donc voilà, la règle du duet est respectée pour l'hydrogène. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de rajouter des doublés supplémentaires. Pour l'atome de fluor,
La couche externe, c'est la couche L, c'est la couche qui doit respecter la règle de l'octet, 8 électrons au total. Pour l'instant, j'en ai que 2, donc c'est l'atome de fluor qui va porter les 3 doublés non liants qui nous manquent. 2 électrons et 2 électrons ici. 4 doublés qui entourent l'atome de fluor pour respecter la règle de l'octet. On est bon, voilà la représentation, selon Lewis, de la molécule de fluorure d'hydrogène. Bon. Toute cette petite étude que j'ai faite là, c'est des choses qui peuvent sembler un peu complexes, et c'est vrai qu'il faut vraiment mémoriser toutes ces choses-là pour être capable de le refaire. Après, par habitude, normalement, les représentations de Lewis des molécules, on finit par les connaître par cœur. L'élément fluor, en fait, c'est un halogène, donc on va toujours le retrouver sous cette forme, comme pour la molécule dont je reprends l'exemple de tout à l'heure, le bromure d'hydrogène, HBr, que j'avais représenté sans ces doublés non liants, comme c'est dans la même colonne de la classification périodique, la représentation serait la même. Donc l'idée de la représentation selon Lewis de nos molécules et notamment des liaisons, ça va être de repérer les sites qui sont donneurs et ensuite accepteurs de doublés d'électrons, mais c'est surtout les sites donneurs finalement qui vont être les plus faciles à repérer. Sites donneurs, c'est ceux, on vous dit, qui sont soit avec un élément chimique qui a une charge partielle négative delta-, c'est-à-dire ceux qui sont très électronégatifs, on l'a vu, c'est-à-dire ceux qui sont en haut à droite de la classification périodique des éléments, notamment le brome, le chlore, etc. D'accord ? On va pouvoir avoir aussi des liaisons multiples, une double liaison, une liaison triple. C'est ce qui va intervenir par exemple dans les réactions d'addition, où on est sur des sites donneurs, puisqu'en fait, une liaison multiple, c'est un endroit où on a beaucoup d'électrons, puisque vous avez plusieurs doublés. Un anion, il porte une charge négative, il y a un électron supplémentaire, ou plusieurs électrons qui se sont rajoutés, l'ion hydroxyde HO-, par exemple. Donc on est bien sur un endroit où on va pouvoir avoir des sites donneurs de doublés d'électrons. Soit on a beaucoup de doublés non liants, soit on a une forte électronégativité, soit on a une liaison multiple, etc. etc. Quelques exemples qui sont donnés ici, sur des éléments qui vont pouvoir être avec des sites donneurs de doublés d'électrons. L'ion hydroxyde, j'ai donné l'exemple, donc la formule brute HO-. Quand on représente sa structure de Lewis, je vous laisse y réfléchir quelques minutes, on fait attention, l'atome d'oxygène porte un électron supplémentaire, d'où la charge négative. Donc du coup, pour respecter la règle de l'octet, l'atome d'oxygène va avoir 3 doublés non liants. L'atome d'hydrogène, lui, respecte la règle du Duhet, donc c'est simplement la liaison covalente, les 2 électrons qui sont ici. On n'oublie pas la charge négative. Alors la charge négative, pour ne pas la confondre avec un doublé non liant, je vais l'entourer, pour bien montrer que l'électron supplémentaire s'est rajouté sur l'élément oxygène. Et puis on va pouvoir représenter du coup les charges delta plus, delta moins. On a énormément d'électrons ici, donc on est plutôt sur le site delta moins. Là on va être sur le site delta plus. C'est pas forcément lié à de l'électronégativité. D'accord ? Il y en a, l'électronégativité. Si vous retournez voir dans le tableau que je vous avais montré, on voit bien que l'élément oxygène qui est ici est beaucoup plus électronégatif, 3,44, que l'hydrogène qui est à 2,2. Donc déjà à la base, l'élément oxygène attire énormément les électrons autour de lui, mais en plus il y a des électrons supplémentaires à cause de la charge négative. Donc du coup, on voit bien que le site qui va être donneur de doublé, celui qui a trop d'électrons, en fait, il ne faut pas oublier que le site donneur, c'est celui qui a trop d'électrons, qui va vouloir en donner dans la réaction à une autre molécule. C'est ici les doublés non liants de l'oxygène. Et donc du coup, quand on va produire une liaison, quand on va faire une réaction chimique en chimie orga avec l'ion hydroxyde, on va aller chercher l'un de ces doublés non liants, justement, qui va participer aux liaisons. La molécule d'eau, H2O, représentation de Lewis, l'atome d'oxygène qui va former 2 liaisons avec les atomes d'hydrogène, et 2 doublés non liants pour avoir la règle de l'octet qui est respectée avec les 8 électrons au total autour de l'atome d'oxygène. On remarque ici qu'on va avoir donc un site très fortement delta-, on pourrait mettre même 2 fois delta-, si on compare ici à ces 2 éléments qui vont être delta+, on pourrait mettre carrément un 2 qui est ici devant pour montrer qu'il va du coup être vraiment très fortement électronégatif. Il y a beaucoup d'électrons qui sont ici, donc du coup, le site donneur de doublés d'électrons, c'est les doublés non liants de l'oxygène. Ensuite, la molécule d'éthène. Alors l'éthène, c'est 2 atomes de carbone,
4 atomes d'hydrogène, puisqu'on est sur un alcène avec une double liaison. Si vous vous souvenez plus de la formule brute, vous commencez d'abord par faire la formule semi-développée. Comme ça. Éthène, donc avec 2 carbones, les hydrogènes qui se rajoutent. Bon, attention, ici dans le tableau, on ne me demande pas la formule semi-développée, on me demande la structure de Lewis. C'est-à-dire rajouter éventuellement des doublés non liants autour de cette molécule. Sauf qu'en fait, on n'en a pas besoin. Si vous regardez bien, tous les éléments respectent les règles. Les hydrogènes avec la règle du Duet, c'est les liaisons covalentes. Les atomes de carbone avec la règle de l'octet, on a bien 2, 4, 6, 8 électrons autour de chaque atome de carbone. Donc en fait, dans le cas de l'éthène, la structure de Lewis et la formule semi-développée, en fait, c'est la même chose. Et donc, du coup, on va aller chercher le site donneur de doublés d'électrons. À quel endroit on a beaucoup d'électrons qu'on pourrait utiliser pour participer à des transformations en chimie organique? En fait, c'est la double liaison. Vous avez 2 doublés à cet endroit-là. Donc, du coup, cette double liaison CC va participer à la transformation chimique, et donc c'est notamment dans le cas d'une réaction d'addition, où on va venir utiliser l'un des 2 doublés. C'est pour ça qu'à la réaction d'addition, la double liaison va finalement se transformer en simple liaison. L'un des 2 doublés va disparaître puisqu'il va être utilisé pour former de nouvelles liaisons. L'ion bromure Br-, normalement, l'atome de brome, sa structure externe, la couche la plus externe, un KLM, on arrive sur la couche M dans le cas du bromure, c'est 7 électrons qu'on peut placer dessus. Sauf qu'en fait, pour respecter la règle de l'octet, vous voyez, il y a un signe moins, parce qu'on a rajouté un électron supplémentaire, donc c'est pas 7, c'est 8. Du coup, l'ion Br-, c'est 4 doublés non liants qui lui tournent autour. Si je voulais faire l'ion chlorure, ce serait la même chose. Cl-, on aurait l'atome de chlore avec 4 doublés non liants qui l'entourent. On a bien les 8 électrons. Le signe moins nous indique bien qu'on a dû ajouter un électron supplémentaire, justement, pour arriver à la règle de l'octet qui est respectée. Et donc ici, ça va être les doublés non liants. De Br-. L'ion hydrogène, H+, la structure de Lewis, c'est l'élément chimique H. On sait que l'atome d'hydrogène a un seul électron qui lui tourne autour, sauf que là, regardez, c'est pas l'atome d'hydrogène, c'est l'ion hydrogène H+. Ça veut dire que cet électron, on l'a enlevé. Résultat, la structure de Lewis, en fait, il n'y a rien. Il n'y a aucun doublé qui lui tourne autour, c'est 0 électron. Je rajoute quand même la charge positive pour bien indiquer qu'on n'est pas sur l'atome, mais sur l'ion hydrogène. Il n'y a aucun électron qui lui tourne autour. Du coup, quel est le site donneur de doublé d'électrons? Un site donneur doublé d'électrons, c'est un endroit où il y a beaucoup d'électrons. Là, ici, dans cet élément, il n'y a aucun électron, donc aucun site donneur. Ça va même être plutôt, en fait, l'ion hydrogène, un site qui va être accepteur. Lui, il va vouloir récupérer des électrons, justement. Donc, il va être dans l'autre catégorie, les sites accepteurs de doublé d'électrons. Les sites accepteurs de doublé d'électrons, je pense que vous avez compris le principe, ça va être l'inverse par rapport à ce qu'on a fait juste avant sur les sites donneurs, c'est-à-dire on va aller chercher là, maintenant, en fait, les sites qui vont justement vouloir réclamer à récupérer des électrons qui leur manquent. Donc on va avoir en fait des sites qui sont essentiellement des éléments chimiques ou des atomes dans la molécule qui vont avoir une charge partielle positive delta+. Attention, les éléments chimiques ne sont pas positifs à cet endroit-là, ça pourrait être le cas, mais bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. On n'oublie pas que c'est une différence d'électronégativité au niveau d'une liaison. Un élément qui est plus électronégatif, delta-, par rapport à l'autre qui serait donc delta+. Les électrons sont un peu plus éloignés de lui, donc il va vouloir essayer de les récupérer. L'autre cas particulier des sites accepteurs, ça va être les cations, c'est-à-dire les ions de charge positive. 2 exemples, ici on va être sur la charge partielle delta+, là on est sur le cation. L'acide éthanoïque, celui-là vous le connaissez, formule brute, alors ça va être CH, 2 atomes de carbone, on va avoir 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène au total. Si vous en souvenez plus, je rappelle que l'acide éthanoïque, on peut passer éventuellement par la formule semi-développée, CH3, COOH. Et donc du coup, quand on compte 2 carbones, 4 hydrogènes, 2 oxygènes. Ensuite, la structure de Lewis. Donc là, on fait attention, il va falloir représenter toutes les liaisons. Donc du coup, le carbone et ses 3 hydrogènes, liés au second carbone, double liaison O,
simple liaison O et encore une liaison H. D'accord? C'est ça, en fait, la formule semi-développée, mais que j'ai développée complètement. Voilà la formule développée. Par contre, attention, c'est pas la formule développée qu'on me demande, c'est la structure de Lewis, c'est-à-dire qu'il faut rajouter les doublés non liants s'il y en a besoin. Pour les hydrogènes, c'est pas la peine, puisqu'ils ont déjà la règle du Dewey qui est respectée. Pour cet élément carbone, on a la règle de l'octet qui est respectée, puisqu'on a 4 doublés tout autour. Pour cet élément carbone, pareil, 4 doublés, pas de problème. Pour cet élément hydrogène, la règle du Dewey est respectée. On voit qu'en fait, ici, c'est pour les oxygènes qu'on va avoir un souci, puisqu'en fait, les oxygènes doivent respecter la règle de l'octet, 8 électrons au total sur la couche externe, 4 doublés, liants ou non liants. Pour cet élément, j'en ai que 2 des doublés. Donc il m'en manque 2, que je vais représenter en doublés non liants. Pareil pour celui-ci, j'ai 2 liaisons covalentes, donc ça fait 2 doublés, 4 électrons au total. Il m'en manque encore, puisque je dois avoir 8 électrons au total. C'est 4 doublés et non pas 2. Donc je vais rajouter 2 doublés supplémentaires pour avoir les 4 qui lui tournent autour. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir représenter en fait les différences d'électronégativité. Donc on a 2 endroits où il y a énormément d'électrons, qu'on va noter delta- et delta-. D'accord ? Et donc on a le carbone qui est ici, on voit que les électrons sont très fortement éloignés. Alors, les électrons de ces doubles liaisons là sont très fortement attirés vers l'oxygène. Donc le carbone qui est ici est delta+, et quand on compare, on a un delta- ici, un delta- là, on pourrait même dire qu'il est 2 fois delta+. Alors, en considérant que les deux ici sont égales, sont identiques, en réalité, c'est pas tout à fait le cas. Il y en a un des deux qui va quand même attirer un peu plus que l'autre. Mais bon, je n'insiste pas plus là-dessus, c'est pas non plus l'objectif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce carbone qui est ici, il est très fortement delta+, il est très fortement avec une charge partielle positive. Conclusion, c'est lui qui va réclamer des électrons. Les électrons sont très éloignés de cet élément chimique, il va essayer de les récupérer. Donc ici, c'est en fait, comme site accepteur, l'atome de carbone, que je vais noter ici C2, puisqu'en fait c'est celui-ci, numéro 2. D'accord ? Ça c'est le numéro 1, le numéro 2 c'est celui-là. Et donc c'est cet élément-là qui va participer dans nos transformations en chimie organique pour justement créer des nouvelles liaisons par rapport à un site donneur qui viendrait d'une autre molécule. On verra ça juste après en application. Les ions ammonium, NH4+. On représente la structure de Lewis, alors un atome d'azote, 4 atomes d'hydrogène. D'accord ? Les règles sont respectées, règle du Dewey pour l'atome d'hydrogène, règle de l'octet pour l'atome d'azote. Par contre, on fait attention, il y a une charge positive ici au niveau de l'azote, puisque normalement l'azote, au total sur sa couche externe, c'est seulement 7 électrons. Alors, si 7 électrons sur la couche externe, là maintenant on en a 8, il y en a un de plus qui s'est rajouté, à cause de la présence d'un 4e hydrogène. Donc du coup ici, le site accepteur, ça va être l'atome d'azote, que je peux noter avec un plus. Il va réclamer des électrons, qu'a priori il va aller chercher sur une des liaisons, c'est-à-dire qu'ici l'hydrogène il s'en irait par exemple. L'hydrogène s'en irait, et cette liaison covalente deviendrait doublé non liant, parce que je rappelle, l'ammoniac, NH3, sa structure de Lewis, c'est ça. Avec un doublé non liant. Le doublé non liant, pour l'instant, il est là. Mais en fait, il n'est pas non liant, il est liant avec un élément hydrogène qui est en trop. Donc là, vous comprenez un petit peu le principe de cette histoire de site qui va être accepteur de doublé d'électrons. Il va chercher à récupérer ce doublé-là, qui est partagé avec un autre élément. Il ne veut pas le partager avec l'hydrogène, il veut le récupérer pour lui tout seul. En gros, on pourrait dire que l'élément azote ici est un peu égoïste et il veut récupérer les électrons pour lui tout seul. Si ça peut vous aider à comprendre, retenez cette petite analogie. Quelques applications justement sur cette histoire de site accepteur et site donneur de doublé d'électrons. C'est vraiment important à bien repérer ça, parce que c'est ce qui va justifier derrière les mécanismes réactionnels. Donc, maintenant qu'on a repéré cette histoire de site accepteur et de site donneur de doublé d'électrons, on va pouvoir représenter ce qu'on appelle des mécanismes réactionnels. C'est-à-dire que vous avez l'habitude maintenant depuis plusieurs années, quand on fait une transformation chimique, d'écrire l'équation bilan. Les réactifs à gauche, les produits à droite. Sauf qu'en réalité, ça n'explique pas concrètement comment la réaction s'effectue. Pourquoi est-ce qu'on a des liaisons qui vont se rompre? Pourquoi on va avoir des liaisons qui vont se créer? Et donc, en fait, l'idée ici, c'est de représenter ça
en faisant ce qu'on appelle un mécanisme réactionnel. C'est-à-dire que finalement, l'équation bilan de la réaction, on va la détailler en plusieurs étapes. D'accord ? Donc là, je vais représenter à chaque fois une seule étape pour une réaction ou une partie de la réaction. Et vous verrez que dans beaucoup d'exercices, on vous demande de donner une réaction globale, mais qu'on va distinguer en plusieurs étapes successives. C'est pour ça qu'on parle d'un mécanisme réactionnel. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir les doublés d'électrons qui vont se déplacer. Puisqu'on en a parlé de sites qui sont donneurs de doublés, donc qui vont plutôt avoir des électrons qui vont s'en aller, vers un site qui, lui, sera accepteur, qui va essayer de récupérer ce doublé d'électrons. Et donc ça, on va le représenter par une flèche courbe. Je vous montre ce que ça donne dans le cas de la formation d'une liaison covalente ou de la rupture d'une liaison covalente. Formation de la liaison, les électrons vont du site donneur vers le site accepteur, et donc on a la liaison covalente qui va se former. Dans le cas d'une rupture de liaison covalente, les électrons de la liaison qui va se rompre vont aller vers l'atome le plus électronégatif, puisque justement il a tendance à attirer les électrons vers lui. Comme la liaison se casse, il attire les électrons vers lui. Je vous montre ce que ça donne dans le cas par exemple de cette réaction. Vous avez la NN-diéthyléthylamine, ça c'est un peu complexe, il va falloir réfléchir un petit peu ce que ça veut dire la NN-diéthyléthylamine, et le chlorométhane, qui réagissent l'un sur l'autre pour former un ion chlorure, et ce cation un peu particulier là, avec, vous voyez, une charge positive sur l'atome d'azote. Qu'est-ce que ça nous donne? Hop, et voilà ce que ça donne. Là, c'est l'équation bilan de la réaction par rapport au réactif et au produit qu'on vous a donné, sauf que, attention, j'ai bien représenté sous la représentation de Lewis, c'est-à-dire on fait apparaître les doublés non liants. Vous avez ici donc cette molécule qui était un peu complexe à trouver, la NN-diéthyléthylamine. Donc l'amine, c'est l'éthylamine, pardon, c'est tout simplement en fait un atome d'azote relié à deux atomes, une chaîne carbonée à deux atomes de carbone. D'accord ? Donc là, on serait sur l'éthylamine, si je mets NH2 ici. Sauf qu'en fait, c'est pas l'éthylamine, c'est la NN-diéthyléthylamine. Ça veut dire qu'on a deux groupements éthyl, groupement éthyl, c'est CH2 et CH3, qui sont accrochés sur l'atome N. C'est pour ça qu'il est répété deux fois. Donc un groupement éthyl ici, un groupement éthyl là. Et vous remarquez au final que du coup, la molécule est symétrique, puisqu'à chaque fois, c'est CH2, CH3 de chaque côté. D'accord ? Ça, c'est la NN-diéthyléthylamine. Chlorométhane, plus facile, méthane CH3 avec un élément chlore. Attention, représentation de Lewis, je n'oublie pas le doublé non liant de mon atome d'azote ici, mais doublé non liant de mon atome de chlore. Et on va former l'ion chlorure, qui est là, c'est le moins, d'accord, représenté selon Lewis, c'est-à-dire avec les 4 doublés non liants. Et puis on va avoir ce cation un peu particulier, C2H5 3 fois, C2H, enfin, c'est pas C2H5 d'ailleurs, c'est C2H3, oui, c'est ça. C2H5 3 fois, donc 2 carbone et 5 hydrogènes au total, C2H3, enfin, CH2, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, donc ce qu'on retrouve tout à l'heure. L'atome d'azote, mais qui cette fois-ci porte une charge positive. Et on a rajouté en plus ici le groupement méthyle, qui vient en fait de cette molécule. Alors maintenant, ce qu'on a fait ça, en fait, on a quasiment terminé, puisque on a fait le plus gros du travail, c'est-à-dire représenter l'équation bilan. Sauf que le problème, vous allez voir que dans certains sujets de bac ou dans certains sujets d'exercice, ça on vous le donne déjà. C'est déjà écrit sur le sujet, on vous demande simplement de rajouter par-dessus ces fameuses flèches courbes qui nous indiquent les mouvements des doublés d'électrons. En général, c'est écrit comme ça dans les énoncés. Voilà. Rajouter les flèches courbes qui indiquent les mouvements ou les échanges de doublés d'électrons entre les espèces chimiques. Donc pour ça, comment on fait? On repère, toujours pareil, les sites qui sont donneurs et accepteurs de doublés d'électrons. Vous avez ici un atome d'azote avec un doublé non liant. Donc on est sur un site qui est donneur delta-. Il y a beaucoup d'électrons dessus. Il va chercher à s'en débarrasser. Pareil, sur cette molécule, vous avez ici un site qui est donneur de doublé d'électrons, parce qu'il y a beaucoup de... pas forcément donneur de doublé d'électrons, mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il est très fortement électronégatif. On est sur un élément qui est tout à droite dans la classification périodique des éléments, avec beaucoup de doublés non liants. Donc celui-ci, le carbone qui est ici, lui est plutôt delta+. Et on rappelle que notre transformation chimique, c'est
entre deux molécules. Là, on voit qu'il y a un delta plus, delta moins, mais ça ne va pas se passer entre ces deux-là, en fait, le point de départ. Ça va se passer entre cette molécule-là et celle-ci. Ben, on remarque que, justement, hein, ça va être ici un échange de doublés d'électrons entre ce site-là et ce site-là. Et ça se représente avec une flèche courbe, qu'on représente en règle générale en rouge, de façon à bien comprendre et bien, voilà, bien visualiser les choses sans tout mélanger. On va avoir le doublé d'électrons qui est ici, qui va venir créer une liaison avec le carbone. Tiens, regardez au passage, elle est là, cette liaison. Je vais la représenter en rouge. Mon doublé qui est ici, qui était non liant, est devenu doublé liant. Il s'est accroché à cet élément carbone qui est ici. Bon, c'est pas tout à fait terminé, puisque vous voyez que le CH3 ici, il est tout seul. Le chlore n'est plus accroché dessus. D'ailleurs, au passage, vous remarquez que là, on est sur un élément chlore qui a 3 doublés non liants, alors qu'ici, mon ion chlorure en a 4. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Hein. Ce doublé qui est ici, qui est liant, va se transformer en doublé non liant, c'est-à-dire que, comme on l'avait dit juste avant, on vous dit, hein, rupture d'une liaison covalente, les électrons de la liaison rompue vont vers l'atome le plus électronégatif, vers le chlore. Donc ici, hop, une flèche courbe pour dire que ce doublé, clac, il va venir se mettre sur l'élément chlore qui va du coup être isolé avec ces 4 doublés non liants. Et donc finalement, cette liaison qui est là, on pourrait dire que ça correspond à ce doublé qui est ici. Voilà le mécanisme réactionnel pour cette réaction. A priori, il se passerait encore d'autres choses juste après, mais on est sur une étape qu'on a su expliquer par un échange de doublés d'électrons. D'un site donneur vers un site accepteur, de delta- vers delta+, et puis ensuite, pour équilibrer, hop, on va avoir ce doublé ici qui va se transformer en doublé non liant. Deuxième exemple. Réaction entre l'ion hydroxyle et le 2-chloropropane. Vous remarquez au passage que dans l'énoncé, là, on ne vous donne pas en fait les produits finaux. C'est à vous de vous débrouiller. On vous donne que les réactifs. Donc là, on n'a pas le choix. C'est vraiment le mécanisme réactionnel, ces petites flèches rouges là, qui vont nous permettre de comprendre finalement quelle est la réaction qui s'effectue et quel va être le résultat final, quels vont être les produits finaux obtenus. C'est parti. Tac. Alors, voilà les réactifs. Bon, je pense que maintenant tout le monde a compris, hein, comme on l'a fait juste avant. L'idée, ça va être sur ces deux réactifs d'identifier les sites donneurs et accepteurs de doublés d'électrons. Là, on a un site qui est fortement donneur de doublés d'électrons. Il y a 3 doublés, il y a une charge négative en trop, il y a un électron qui s'est rajouté dessus. Donc finalement, hein, pour former la liaison, on va essayer justement d'aller chercher les électrons là-bas. Donc là, le site, il est fortement donneur de doublés d'électrons. En échange, sur cette molécule, on a aussi un site qui contient énormément d'électrons, puisqu'on a un élément qui est très électronégatif, delta-. Donc du coup, le carbone qui est ici, les électrons ont tendance à plutôt s'éloigner de lui, à être attirés vers l'élément chlore, qui est très électronégatif. Donc cet élément carbone, lui, est plutôt faiblement électronégatif, on va dire. Donc du coup, on va le noter delta+. C'est notre site accepteur de doublés d'électrons. Je pense que maintenant tout le monde a compris ce qui va se passer. On va aller chercher en fait l'un des doublés qui est ici, qui va venir se fixer sur l'atome de carbone qui est là. Donc on va le représenter hein, par une flèche courbe. Tac, comme ça. Ça va créer une liaison covalente. Ce doublé non liant va devenir doublé liant. Sauf qu'attention, c'est pas tout à fait terminé, hein, on n'oublie pas. Je crée une liaison, mais du coup, je vais en rompre une autre à la place. Cette liaison qui est ici, comme j'ai un site qui est là, il va aller sur l'élément chlore, c'est ce qu'on avait mis hein, tout au-dessus, on vous dit, hein, la rupture d'une liaison covalente, les électrons de la liaison rompue vont vers l'atome le plus électronégatif. Donc les deux électrons qui sont là, au lieu d'être partagés entre le chlore et le carbone, vont venir se fixer complètement sur l'atome de chlore, qui va se retrouver isolé en ion chlorure. Parce que du coup, il va y avoir un électron supplémentaire, au lieu d'être à 7 électrons avec celui qui est ici, on va être à 8 au total, donc Cl-. Ça va nous donner comme produit final, CH3, CH, CH3, ça bouge pas. D'accord ? Par contre, l'élément chlore qui est ici, il disparaît, et en échange, je suis venu fixer dessus mon groupe hydroxyle H-. Et donc, à la base, on était sur une molécule qui comportait un atome de chlore, maintenant on est sur un alcool. Vous remarquez au passage hein, qu'on est donc sur un type de réaction qu'on appelle la réaction de substitution, comme on reprend en fait dans ce qu'on avait vu dans le chapitre, dans la première partie de ce cours, hein, un élément qu'on a enlevé mais pour remplacer par autre chose à la place. Là on est dans le cas typiquement de la substitution. On n'oublie pas, il me manque quelque chose, hein.
mon ion chlorure Cl-, avec ses 4 doublés, les 3 doublés non liants qu'il avait au départ, plus le quatrième, hein, la liaison covalente qui était ici, on peut dire que maintenant c'est ce doublé qui est là, qui s'est rajouté en plus. D'où la charge négative. On remarque au passage hein, qu'on respecte bien les charges électriques. J'avais une charge négative au total sur l'ensemble de mes réactifs, qui était placée ici. J'ai toujours cette charge négative dans mes produits, qui est cette fois-ci placée sur l'élément chlore. Attention, on va quand même être rigoureux, parce que là je remarque que j'ai oublié mes 2 doublés non liants qui me restent. J'en avais 3 ici, mais il m'en reste encore 2 que je dois représenter, hein, représentation de Lewis. Dernier exemple de réaction avec un mécanisme réactionnel à dessiner, on vous demande ici de représenter en fait la réaction entre le bromure d'hydrogène et le E-but de N. Comme à l'exemple précédent, on ne vous donne pas les produits finaux, ça va être à vous de vous débrouiller en écrivant correctement en fait les réactifs sous leur représentation de Lewis, identifier les sites donneurs et accepteurs de doublés d'électrons, et ensuite, du coup, réécrire correctement le mécanisme réactionnel avec nos petites flèches courbes pour avoir à la fin le bilan final. On y va, c'est parti. Alors, voilà les réactifs. Le bromure d'hydrogène, le E-but de N, hein, E puisqu'en fait les deux CH3 ici sont bien opposés l'un par rapport à l'autre vis-à-vis de la double liaison qui est ici. On identifie les sites donneurs et accepteurs de doublés d'électrons. Donc la double liaison, hein, tout de suite il faut le repérer, double liaison, donc donneur de doublés d'électrons. Donc a priori elle va se rompre pour former une simple liaison. Je pense que tout le monde a compris dès l'écriture qu'on va être sur une réaction d'addition. Dans ce cas-là, on va avoir ici un site très électronégatif delta-, un site delta+. Donc, je pense que tout le monde a à peu près compris, hein, la double liaison qui est ici, delta- va venir s'échanger avec le delta+ qui est là, et donc on va avoir une liaison qui va se créer. Le doublé liant non liant, la double liaison qui est ici et ce doublé liant que vous avez là va se transformer en liaison sur l'un des 2 atomes de carbone. C'est-à-dire que l'hydrogène qui est ici va venir s'accrocher sur l'un des 2 atomes de carbone. Alors lequel des deux? On verra que pour cette molécule, ça n'a strictement aucune importance. Ça va être soit l'un, soit l'autre. Dans tous les cas, à la fin, on a la même molécule. Attention, c'est pas tout à fait terminé, hein. Le doublé qui est ici, maintenant, pour équilibrer, va venir se fixer sur l'élément brome. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne, si on considère que l'élément hydrogène va venir se fixer sur ce carbone-là, ça va me donner un carbone avec le CH3 qui est ici, celui-là, hein, mon hydrogène qui est là, mon hydrogène qui est ici, qui est venu former une liaison, d'accord? Cette liaison, ce doublé qui était ici, c'est celui-ci qui vient de se créer, cet élément hydrogène qui est là, c'est celui-ci, d'accord? Plus la double liaison qui est ici maintenant, elle devient simple, liaison. J'ai toujours mon carbone, j'ai toujours mon CH3 et mon hydrogène. Par contre, attention, le problème ici, c'est que on a retiré des liaisons, on a retiré des électrons, donc il y a une charge positive. Il manque un électron. Plus l'élément brome qui est là, qui a récupéré une double liaison supplémentaire, ce qui va lui donner, pas une double liaison, un doublé non liant, pardon, 4 doublés non liants, avec une charge négative. Br-. Alors, elle n'est pas tout à fait terminée ici, notre réaction, parce que je pense qu'on comprend assez facilement que les 2 charges ici, positives et négatives, vont venir réagir l'une avec l'autre. Deuxième étape, on va avoir l'un des doublés non liants du brome qui va venir se fixer sur l'atome de carbone qui est ici. Hein, site qui est fortement donneur de doublés d'électrons, site qui est accepteur de doublés, hein, il lui manque des choses là, une charge positive, il lui manque des électrons, on va aller les chercher à côté. Ce doublé non liant qui est ici va former une nouvelle liaison, et donc à la fin, le produit final, on a bien un seul produit final, hein, ça sera CH3, CCBr, CH3, là j'ai un hydrogène, et là j'ai 2 hydrogènes de part et d'autre. Voilà. Si je réécris ensuite proprement cette molécule, hein, d'accord, avec une formule semi-développée, on serait ici donc sur le CH3, CH2, CH3 avec l'élément brome qui vient se fixer ici sur le 2e carbone. Si on comptabilise en fait nos éléments chimiques, on a 4 éléments chimiques, on est donc a priori sur du butane, et on est donc sur du 2-bromobutane.
puisque le brome est accroché sur le deuxième carbone. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, quand on compte dans cet ordre-là. Voilà en fait cette histoire de mécanisme réactionnel, de doublé liant, non liant, site accepteur, site donneur. Bon, on est sur des notions qui sont assez complexes. Bon, il n'y a pas de miracle, hein, comme d'habitude. Les exercices, c'est la meilleure solution pour vraiment bien comprendre l'ensemble de ces notions. Petite remarque, hop, attention, on ne se trompe pas. J'ai oublié mes doublés non liants sur le brome à la fin. Il n'y en a plus que 3. J'en avais 4 sur l'ion-bromure, mais on n'en a plus que 3 maintenant, puisque le 4e est devenu doublé liant. Voilà, les exercices, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour bien maîtriser ces notions. Bon courage et à la prochaine pour la suite de notre cours.